J'ouvre notre second débat consacré à l'influence de la France en Afrique, alors qu'une épidémie, employons ce terme, de coup d'État frappe les pays francophones depuis 2 ans. Coup sur coup, le Niger puis le Gabon se sont rajoutés à la liste pendant l'été. Quelles conséquences pour les intérêts français? Quelle place la Russie et la Chine sont-elles en train de prendre sur le continent africain? Avant d'en débattre, Fabien Recker nous raconte ces journées de manifestation encore aujourd'hui contre les militaires, la présence des militaires français au Niger. Des milliers de manifestants rassemblés dimanche devant une base militaire de la France à Niamey pour exiger le départ des 1500 soldats français stationnés au Niger. Je veux jusqu'à ce que les Français quittent notre territoire. On n'a pas besoin d'eux. Depuis le coup d'État du 26 juillet, la junte au pouvoir dénonce les accords de coopération militaire qui lient la France et son ancien allié dans le cadre de la lutte antiterroriste. La France, de son côté, ne reconnaît pas l'autorité des putschistes dirigée par le général Tchiani. Dans un entretien au journal Le Monde, la ministre des Affaires étrangères justifiait dimanche le maintien de l'ambassadeur de France à Niamey, qui s'est pourtant vu retirer son visa diplomatique par la junte. Nous n'avons pas à nous ranger aux injonctions d'un ministre qui n'a aucune légitimité, ni pour les pays de la sous-région, ni pour l'Union africaine, ni pour les Nations unies, ni pour la France. Guinée, Mali, Burkina, Niger, depuis 2021, les coups d'État se succèdent sur le continent et en particulier dans la zone d'influence française. Dernier putsch en date, le 30 août au Gabon. Des militaires chassent Ali Bongo du pouvoir. La France condamne, mais s'abrite derrière une fausse légitimité selon ce spécialiste. C'est un coup d'État militaire qui interrompt un coup d'État électoral. On allait avoir un énième coup d'État électoral, puisque le Gabon est coutumier du fait, et ça allait être le 3e coup d'État électoral pour Ali Bongo lui-même, donc 2009, 2016 et là 2023. Et finalement, on a un coup d'État militaire qui vient interrompre ce processus. En protégeant ses alliés d'hier au nom de la préservation de ses intérêts, la France est attirée les foudres de la population en Afrique. Reste à savoir si ces bouleversements sur le sol africain, qui marquent un recul de l'influence française au bénéfice d'autres acteurs tels que la Russie ou la Chine, annoncent ou non la fin de la France-Afrique. La France est-elle condamnée à voir son influence décliner en Afrique? C'est le thème de notre débat avec Niagalé Bagayoko. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Vous êtes chercheuse spécialiste des questions de sécurité en Afrique et présidente de l'African Security Sector Network. Gérard Longuet, bonsoir et bienvenue à vous. Vous êtes sénateur LR de la Meuse, ancien ministre de la Défense. J'accueille également Seydik Abba. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes journaliste, écrivain nigérien, président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel. Et puis je cite votre livre Mali Sahel, notre Afghanistan à nous, avec un point d'interrogation publié aux éditions Impact. Mathieu Croissando, éditorialiste politique, est resté à mes côtés, évidemment. Je commence avec le Niger. Niagalé Bagayoko, on a vu les images de manifestations près de la base militaire de soldats français à Niamey. Est-ce qu'ils sont en danger, tout simplement? Est-ce qu'on peut mesurer l'état d'exaspération ou de violence potentielle qui entoure ces manifestations? Moi, je ne pense pas que les soldats français soient en danger physiquement, parce qu'ils ont tout simplement les moyens de se défendre. En revanche, le degré d'hostilité, de colère de la population est réel, et je pense qu'il est très important de ne pas y voir des manipulations. C'est un sentiment qu'on a vu croître, moi je l'ai vu personnellement, au fil des années. Il y a un très fort rejet de la présence militaire internationale au Niger, et il ne faut pas oublier que c'est dans ce pays que s'est produit l'un des plus graves incidents ayant impliqué un convoi de l'opération Barkhane qui avait été pris à partie par des manifestants en colère, et cet incident s'était soldé par 3 morts. Quand vous dites ne pas forcément y voir les manipulations, vous pensez quoi? L'influence russe dont on parle beaucoup, la milice Wagner, c'est à ça que vous pensez quand vous dites manipulation? Je pensais tout simplement à la junte elle-même, au CNSP. Il ne faut pas oublier que l'organisation qui a appelé à cette manifestation hier, qui s'appelle le M62, s'est constituée il y a exactement 1 an, en août l'année dernière, sur la base du rejet de la présence militaire française. C'est son ADN. Donc ça précède le coup d'État, et ça précède bien entendu toute présence internationale. Plus largement, pour ce qui est de la question de Wagner ou de la Russie, je pense
pense qu'il est très important de cesser de considérer que les Africains sont manipulés ou qu'ils sont des marionnettes aux mains de l'extérieur, quels qu'ils soient. Juste pour terminer, c'est le même discours que ceux, pour moi, qui accusent en permanence la France d'être derrière tous les complots. Je pense qu'il y a une très forte volonté aujourd'hui en Afrique de prendre son destin en main et qu'il faut prendre ça en considération au-delà des intérêts des partenaires internationaux. Gérard Longuet, l'ambassadeur français au Niger, il est toujours sur place, hein, malgré la volonté du nouveau pouvoir de l'expulser. La France ne veut pas céder. Est-ce qu'elle a raison? Oui. Vous dites le nouveau pouvoir, c'est un pouvoir de fait qui n'a pas de légitimité. Ouais. C'est en tous les cas le point de vue de la CEDEAO auquel appartient le Niger et qui ne reconnaît pas les hommes du coup d'État. Et donc, et par ailleurs, quand bien même y aurait-il des hommes du coup d'État exerçant un pouvoir de fait, il y a des conventions internationales que leur pays a signées et qui protègent le personnel diplomatique. Donc, notre ambassadeur ne puisse rien faire, c'est certain. Qu'il soit obligé de partir, la réponse est non. Mais est-ce qu'on ne sera pas, Seydi Kaba, finalement, la France, obligée de discuter un jour ou l'autre avec cette junte, avec ce nouveau pouvoir? En tout cas, il y a aujourd'hui une posture de confrontation qui est celle de la France parce que l'ambassadeur de France s'est vu retirer son agrément et la junte a pris par la suite 2 arrêtés et a fait rendre une décision, une ordonnance du tribunal hors classe de Niamey pour justement conférer un caractère légal et rendre irrévocable la décision d'expulsion. Bon, la France a choisi la posture de refuser jusqu'ici l'arrêté d'expulsion tel qu'il a été pris et on s'installe aujourd'hui dans une situation de confrontation puisque M. Ité ne peut pas sortir du périmètre de son ambassade. Et pour ceux qui connaissent bien la configuration de l'ambassade à Niamey, la résidence et l'ambassade sont séparées. Donc s'il est à la résidence, c'est qu'il ne peut plus aller à l'ambassade. S'il est à l'ambassade, c'est qu'il ne peut plus aller à la résidence puisqu'il y a une voie qui traverse les deux. Et à partir du moment où il sort de l'ambassade, la protection n'est plus assurée. Donc on est dans une situation kafkaïenne. Et à mon avis, peut-être que la posture la plus cohérente aurait été celle d'acter, malgré le caractère illégitime, la décision de l'agent d'expulser. Je rappelle simplement que lorsque nous sommes quand même dans un même cas de figure, au Burkina Faso, au Mali, et lorsque les juntes ont demandé le départ de l'ambassadeur de France, particulièrement pour le Burkina, son rappel, il a été rappelé, et lorsque le Mali l'a expulsé, il est parti. À mon avis, nous sommes dans une posture de confrontation porteuse de risque. Je voudrais rebondir sur ce que Niagalé a dit. Et il n'y a pas de risque physique, mais je parlais avec M. Longuet, qui a été ministre de la Défense. Les militaires ne sont pas préparés au maintien de foule. On a vu un déferlement de foule. Et si jamais ce déferlement de foule, si jamais les barrières cédaient, on se retrouverait dans une confrontation à l'ivoirienne. Vous savez, il y a ce souvenir où les militaires français ont été confrontés à une foule en colère en Côte d'Ivoire et ont dû tirer et il y a eu beaucoup de victimes. Ouais. On avait évoqué, vous parliez de la CEDEAO qui représente les pays d'Afrique de l'Ouest, on avait évoqué une intervention militaire pilotée par la CEDEAO. Au Niger, hein, est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que c'est une piste? Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, c'est toujours officiellement d'actualité. Ouais. Cette option militaire a été brandie pour appuyer les négociations en réalité. Et il semble que c'est cette voie qui soit désormais privilégiée par la plupart des acteurs. Mais on a vu une mobilisation des contingents sénégalais, notamment des contingents du Bénin. Ce qui s'est produit, c'est qu'il y a une très forte mobilisation internationale pour favoriser la voie diplomatique. Le chef de file de cette initiative est plutôt l'Algérie, qui est très soutenue dans ce sens à la fois par les États-Unis, par la Russie, par l'Allemagne, par l'Italie, par les Pays-Bas, par l'Union africaine dans une certaine mesure. Donc cette option militaire qui était surtout portée par le Nigeria au départ semble un peu perdre de sa crédibilité à l'heure qu'il est. Alors dans l'actualité de ce... Il faudrait quand même rappeler que le président de la République n'a pas démissionné, qu'il est prisonnier certes, mais il était élu et c'est le seul président de la République élu au Niger en ce moment
à cet instant. Oui. Et je crois que le président Macron a eu raison d'être très carré, très clair, comme Madame Colonna. Fassions-nous de la vie du gouvernement français, et je ne suis pas dans la majorité présidentielle, je trouve que le président a raison d'être clair. Il faut s'habituer à soutenir les présidents élus. Alors, la question, elle se pose aussi au Gabon, puisque dans l'actualité de ce lundi, il y avait ces manifestations devant la base militaire française à Niamey, au Niger, mais il y avait aussi ce serment prêté par celui qui se fait nommer président de la transition, Brice Oligui Nguema, qui, vêtu d'un habit militaire, enfin, vous allez voir l'image, est-ce que ça sonne comme un président de transition? Je ne sais pas, mais on va tout de suite entendre, voilà, je l'attendais, voilà l'image, c'est son habit protocolaire pour être précis. Voilà ce que nous dit le nouveau président, Brice Oligui Nguema, président de la transition. À l'issue de cette transition, avec l'apport de tous les Gabonais, partenaires au développement, nous entendons remettre le pouvoir aux civils en organisant de nouvelles élections libres, transparentes et crédible dans la paix sociale. Alors Niagalé Bagayoko, il faut peut-être expliquer, c'est Ali Bongo qui a été, on va dire, destitué par ce nouveau pouvoir, sauf que le nouveau président est un proche, on est quand même dans la galaxie Bongo, c'est ça, qui tient le pouvoir dans ce pays depuis plusieurs décennies, c'est la famille. Absolument. Ouais. En réalité, la question qui se pose est celle de savoir si c'est la fin de la dynastie Bongo ou si c'est la fin du système Bongo. Et en effet, le général Oligui Nguema fait partie de ce système qui a été mis en place depuis presque plus de 5 décennies. La question est de savoir si les acclamations qui ont accueilli l'annonce de la destitution d'Ali Bongo, dont on sait à quel point il a manipulé, dévoyer la démocratie tout comme son père, et sera entendu et donnera en effet lieu à soit de nouvelles élections, soit à la mise en place d'un gouvernement qui inclurait le candidat de l'opposition, parce qu'il faut se souvenir que en réalité ce sont tenues des élections il y a à peine une semaine, qui avait annoncé la victoire d'Ali Bongo, mais manifestement de manière fausse, mais un certain nombre d'éléments laissent entendre qu'il y a une lutte de clans à l'intérieur de ce système, et la question est de savoir qui va triompher à l'intérieur de celui-ci, et il n'est pas évident que cela se fasse au bénéfice de la démocratie. Président de la transition, Seydi Kaba, est-ce qu'on peut croire à cette terminologie? Alors, le coup d'État n'était pas la seule possibilité, puisque un scrutin venait de se tenir au Gabon. Il était possible aussi de recompter les voix, voir si l'opposition a effectivement gagné, qui a gagné, et se passer de cette situation de coup d'État. Parce que lorsqu'on acte aujourd'hui, comme le fait la France et le reste de la communauté internationale, un coup, ça veut dire qu'on rentre dans une catégorisation des coups d'État, des bons coups d'État et des mauvais coups d'État. Que ce coup d'État est bon, alors puisque... là, bon courage, d'une certaine façon. C'est ça. Donc là, vous avez vu, peu de temps après le coup d'État, l'ambassadeur de France a rencontré, et d'après ce qui en ressort, il a donné, le nouveau président de transition, comme on l'appelle maintenant, a donné des gages à la France sur le maintien de ses intérêts. Donc, est-ce que cela est suffisant pour acter le coup d'État et considérer que c'est un bon coup d'État? Parce que si on fait cela, ça risque d'être contre-productif. Il y a une volonté aujourd'hui d'arrêter l'hémorragie des coups d'État, puisqu'elle se succède. Nous en sommes au 8e peut-être coup d'État, si on inclut le Tchad qui est un demi-coup d'État ou un coup d'État comme on veut. Donc, si on choisit cette posture, on dit, je pense que les militaires un peu partout vont considérer qu'il y aura une période où la communauté internationale va critiquer, et après elle va s'accommoder. Donc ça risque d'être contre-productif de considérer aujourd'hui que bon, la transition s'est installée et qu'il faut passer à autre chose. Même si on sait que le président Ali Bongo, comme il avait fait en 2016,
était dans la situation d'inverser le résultat et de se déclarer vainqueur de ce scrutin. Alors on voit derrière vous s'afficher cette carte. Effectivement, on pourrait presque parler d'une épidémie de putsch ou de coup d'État depuis un peu plus de 2 ans, depuis le Tchad en avril 2021, le Tchad, puis le Mali au mois de mai. Il y avait déjà eu un coup d'État 1 an plus tôt, la Guinée en septembre 21, le Soudan 1 mois plus tard, le Burkina Faso en septembre 2022, et puis donc cet été, coup sur coup en juillet et août, le Niger et le Gabon. Je vous propose d'entendre, je suis sûr qu'en régie, tout le monde va me suivre, ce spécialiste de l'Afrique qui réagit à cette épidémie, à cet effet domino. Je ne sais pas s'il faut employer cette terminologie. Il s'appelle Thomas Borrell, il est spécialiste de l'Afrique. Il vient de publier une histoire de la France-Afrique. Lui, il dit qu'on peut parler de contagion. Écoutons-le. Se passer, c'est dans plusieurs pays simultanément, parfois même 3 pays voisins, comme c'est le cas au Mali, au Burkina Faso, au Niger, où on a un recul important. Et comme si ça se produit un peu partout en même temps, là ça devient une très mauvaise nouvelle pour les autorités françaises, parce qu'effectivement, il y a cette idée de contagion, disent les autorités, en tout cas d'exemple, de modèle, ça donne des idées à d'autres, bien évidemment. De la même manière qu'en 2011, quand la rue a renversé des dictatures en Tunisie et en Égypte, ça a donné des idées dans les pays voisins. Donc il pourrait se passer la même chose, mais ça, il faut attendre de le voir. En tout cas, c'est une période assez excitante. Niagele Bagayoko, est-ce que vous parlez vous aussi de contagion? Est-ce qu'on peut faire autrement qu'en voyant cette liste désastreuse? Et puis surtout, quels sont les risques liés à cette contagion pour vous? Alors, moi, je ne sais pas s'il faut véritablement parler de contagion. Ah, vous n'employez pas ce terme-là? Moi, il me semble qu'il y a une dynamique de fond qui laisse penser qu'on est face à une vague de type révolutionnaire, autoritaire et conservatrice qui bénéficie d'un soutien populaire. C'est ça qui est extrêmement préoccupant. Parce que ces coups d'État, à l'exception très notable des coups d'État qui sont survenus au Tchad, que je qualifie en effet de coup d'État, et du Soudan, ont bénéficié d'un soutien massif dans la rue. Alors même que ce sont très souvent les principes de démocratie, de droits de l'homme qui sont remis en cause. Et on en vient à ce que disait Sédic tout à l'heure. Un principe, c'est un principe et il n'est pas négociable. Il n'y a pas de bon ou de mauvais coup d'État. Quand l'Union africaine, quand la CEDEAO ou la CEAC, pour ce qui concerne le Tchad en l'occurrence, ou le Gabon, la France ou tout autre partenaire international considère qu'il n'y a pas à sanctionner le Tchad, c'est ce qui s'est passé. C'était la première fois que l'Union africaine ne sanctionnait pas ce pays, alors que l'accession au pouvoir d'une junte, qui plus est avec à sa tête le fils du président décédé, accédé au pouvoir en violation de tous les textes, rien ne s'est produit. Et je pense que le tournant s'est produit à ce moment-là. Donc oui, il y a à s'inquiéter de ce phénomène, parce qu'en effet, tous les acteurs internationaux sont décrédibilisés en raison des doubles standards qu'ils ont appliqués en fonction des situations. Et je pense, oui, qu'on est face à un nouveau mouvement. Il y avait eu dans les années 90 des révolutions favorables à la démocratie qui avaient été très puissantes. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans une vague très réactionnaire à l'inverse. Ouais, votre avis là-dessus, Gérard Longuet? Est-ce que c'est finalement les principes démocratiques qui sont en danger aujourd'hui? En gros, je partage cette analyse. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je soutiens avec conviction le président qui n'a pas démissionné et qui a été élu démocratiquement et assez largement reconnu au Niger. Maintenant, le vrai problème pour la France, est-elle en mesure de faire quelque chose d'utile pour des pays dont l'explosion démographique constitue un défi invraisemblable que nous ne sommes pas certains, nous, Européens, de pouvoir contribuer à régler utilement au bénéfice des populations. Et je crois qu'on parle de la France-Afrique. Ça n'a rien à voir avec la réalité d'aujourd'hui. France-Afrique, c'était... En 1960, j'ai regardé les chiffres, le Niger, c'est moins de 6 millions d'habitants. Ils sont à 22, c'est-à-dire pratiquement 3 fois plus. Comment pouvons-nous, avec les moyens français qui sont limités, je parle des moyens humains, pas des moyens financiers, l'argent on peut toujours en donner. Mais c'est pas ça qui assure le succès d'une coopération. C'est l'engagement des personnes et des entreprises.
Or, il n'y a pas cette volonté aujourd'hui en France parce qu'il n'y a pas les capacités humaines pour le faire. Et l'Afrique, celle que je connais, l'Afrique francophone, a besoin de soutien. Et donc, moi, ce qui me terrifie aujourd'hui, c'est que nous avons des jeunes qui manifestent, la France devient le bouc émissaire. Bon, d'accord, on fait le dos rond, on attend que ça passe. Mais le fond du problème... Mais ça, c'est ce qu'on faisait à chaque fois, peut-être. Non, pas du tout. Est-ce que c'est pas différent cette fois-ci? Non, pas du tout. Là, on a aujourd'hui un problème qui est un problème de société, avec une explosion démographique, avec une pauvreté dont on n'arrive pas à se débarrasser et pas de perspective de réussite. D'ailleurs, le Gabon est quand même aussi une tragédie. 40% de la population est sous le seuil de pauvreté, alors que c'est un des pays d'Afrique les plus riches par ses ressources minières et pétrolières. Il y a un vrai problème. Nous ne pouvons pas faire le bonheur des gens sans leur volonté, sans leur adhésion. Je suis un peu désarmé, voilà. Je ne suis pas sûr que ce qui est en cause, le modèle du développement ou le défi démographique. C'est l'absence de développement. Les coups d'État chaque coup d'État est unique. Mais il y a des facteurs internes et des facteurs externes. Comme a rappelé Niagalé, il y a eu une période où, à la fin des années 90, au début des années 2000, il y a eu une dynamique démocratique dans ce pays, particulièrement en Afrique de l'Ouest, avec des alternances réussies, au Mali, au Niger, des élections démocratiques. Et puis, on a assisté à une période de reflux de la démocratie, avec ces troisième mandats qu'on a pu voir ici et là, en Guinée, en Côte d'Ivoire. Et une donc ça veut dire que voilà, une confiscation du pouvoir, alors que la démocratie fonctionnait plus ou moins. Et le fait que la démocratie n'ait pas eu un contenu économique a créé de la déception auprès des populations. Est-ce que cette période, démocratique, ça a aussi créé, parce que Gérard Longuet nous parlait de richesse, de développement, est-ce que ça a aussi créé plus de richesse dans les pays en question? Non, justement, c'est ça. Et c'est cela, la déception envers le modèle démocratique ou envers le dévoiement de la démocratie a créé de la déception auprès des populations, a fait que les gens se sont mis à applaudir le premier changement qui arrive. Dans le cas le plus emblématique, c'est celui du Burkina Faso. Le président Roch-Marc Christian Kaboré a été élu en décembre 2020. Il a été renversé un an plus tard, et ceux qui l'ont élu au premier tour ont appelé le coup d'État qu'il a renversé. Donc il y a quand même quelque chose qui n'a pas marché. Et je pense que le dévoiement de la démocratie, ajouté un peu à cette ambiguïté de la communauté internationale qui peut s'accommoder du coup d'État au Tchad, qui condamne le coup d'État au Mali, qui peut s'accommoder du coup d'État au Gabon. Et d'ailleurs, il n'y a pas que la France. Lorsqu'on voit les États-Unis, leur attitude au Niger est très ambiguë. Pour les Américains, au Niger, l'enjeu, c'est l'arrivée de la Russie. Si la Russie ne vient pas, elle peut continuer à parler avec la junte. Elle s'accommodera du pouvoir quel qu'il soit, grosso modo. En tout cas, la posture américaine aujourd'hui, plutôt que de défendre le retour à l'ordre constitutionnel, elle regarde si la Russie va venir ou pas. Et en parlant avec la junte nigérienne, les Américains ont dit « nous, on ne veut pas que la Russie vienne ». Pour l'instant, ils n'ont pas rompu la coopération. Donc, cette ambiguïté et les facteurs internes ont créé cette situation de coup d'État partout, un peu partout sur le continent. Et il faut trouver le moyen d'arrêter. Et pour moi, la meilleure prévention contre le coup d'État, c'est de retourner à la démocratie, la vraie démocratie. Et espérons que cette option reviendra, on va dire, en haut de la pile. Vous avez parlé de France-Afrique, Gérard Longuet, c'est évidemment un des termes qui allait venir dans un débat comme celui-ci. On va aller un peu plus loin sur ce thème avec Steve Jourdain qui va nous rejoindre tout de suite sur ce plateau. C'est la chronique de Sens Public. À entendre l'exécutif, Steve, la France-Afrique, c'est fini. C'est fini. On va voir cet entretien de Catherine Colonna, publié dans Le Monde ce lundi. La ministre des Affaires étrangères nous dit que la France-Afrique est morte, et c'est pas nouveau selon elle. Elle est morte depuis longtemps. Elle ajoute que la ligne de la France est d'être à l'écoute des Africains, pas de décider à leur place. Fin de citation d'ailleurs. Emmanuel Macron lui-même l'a affirmé. Écoutez, c'était au mois de mars, c'était au Gabon. Notre histoire commune, ici au Gabon, ne nous le cachons pas, c'est aussi celle de la France-Afrique. Et cet âge de la France-Afrique est bien révolu. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça. C'est pas qu'une impression, votre mémoire ne vous fait pas défaut. On a sorti quelques archives, petit flashback, regardez. Je ne dis pas
qu'il faille nécessairement faire table rase et tout effacer d'un seul trait de plume. Mais je dis que la France souhaite engager des discussions avec tous les États africains concernés pour adapter les accords existants aux réalités du temps présent et en tenant le plus grand compte de la propre volonté des pays africains. Le temps de ce qu'on appelait autrefois la France-Afrique est révolu. Il y a la France, il y a l'Afrique et il y a le partenariat entre la France et l'Afrique. Bon, on l'a compris, tout le monde enterre depuis longtemps la France-Afrique, mais c'est quoi ? Faut remonter à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La France est progressivement contrainte de quitter ses anciennes colonies. Dans les 2 décennies qui suivent, des mouvements d'indépendance voient le jour. L'empire colonial français explose finalement dans les années 60. Une question très simple se pose alors. La France peut-elle se contenter de quitter purement et simplement ses territoires ? Non, estime le général de Gaulle et son monsieur Afrique, Jacques Foccart, qu'on va voir en photo. Il faut perpétuer l'influence française. On va donc mettre en place des régimes dans lesquels on va tisser des liens économiques, des liens politiques, des liens monétaires, des liens militaires, notamment en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Pour résumer, Thomas, la France-Afrique, c'est une diplomatie d'influence qui s'appuie sur des réseaux qui sont souvent opaques. Par définition, ce n'est donc pas une politique officielle, ce n'est pas une politique revendiquée, d'où la difficulté à proclamer la fin pure et simple de la France-Afrique, même si beaucoup de choses ont changé depuis le général. Merci beaucoup, effectivement. Merci beaucoup, Steve. Jourdain Niagalé Bagayoko, la France-Afrique, est-ce qu'elle a vraiment complètement disparu ? Tous ces politiques qui nous disent c'est fini. Alors, il y a plusieurs analyses de ce phénomène. Moi, j'estime que la France-Afrique, dans sa version politico-affairiste, a largement disparu. Il faut quand même rappeler que dans les années 80, 90, il y a eu beaucoup de scandales en lien avec ce système de connivence entre des élites africaines et des élites françaises, y compris en ce qui concernait le financement des partis politiques français. On est sorti de cette ère. En revanche, il y a très clairement encore des relations privilégiées qui sont tissées avec un certain nombre de régimes dont le moins qu'on puisse dire est qu'ils se caractérisent justement par la gestion néo-patrimoniale et par la corruption, le népotisme qui est propre à leur mode de gouvernance. La tournée du président Macron au mois de mars ou l'été dernier a eu pour première destination justement le Gabon d'Ali Bongo. Alors au motif qu'il y avait la conférence sur les forêts, mais enfin tout de même, juste après un discours qui annonçait que la démocratie faisait partie de l'ADN de la politique étrangère de la France, ce choix est étonnant, tout comme les relations avec Paul Biya, avec Denis Sassou Nguesso, etc. Aujourd'hui, il est très difficile de donner du crédit à une position qui a du mal à faire le choix entre le soutien à des valeurs et la promotion d'intérêts. Et aujourd'hui, je pense qu'il est absolument... Ça s'appelle pas la réelle politique, ça s'appelle la réelle politique, absolument. Mais souvent, la réelle politique, il y a qu'à lire Kissinger, s'oppose à la politique de Brzezinski qui valorise la promotion de principes. Aujourd'hui, c'est ça qu'on reproche, en effet, à la France ou plus largement aux partenaires occidentaux, c'est d'utiliser la démocratie, les droits de l'homme comme un paravent de leur intérêt et non pas d'afficher très clairement leur réelle politique. Gérard Longuet, si on parle du Gabon, est-ce que la France, par intérêt économique, notamment pétrolier, est-ce que la France a soutenu la famille Bongo, s'est aveuglée, l'a soutenu trop longtemps? Nous ne sommes pas électeurs au Gabon. Non, je vous écoute, mais bon, je ne suis pas complètement d'accord. Effectivement, il y a des choix politiques qui peuvent être faits par un président de la République qui va dans ce pays ou pas. La période récente, il se trouve que j'étais ministre de la Défense lorsque l'ONUCI et l'armée française à Abidjan a réinstallé le président élu, Alassane Ouattara, en suggérant au président Gbagbo, avec des moyens assez énergiques, d'abandonner la place. Nous l'avons fait sur une demande des Nations Unies, avec l'assentiment des pays de la CEDEAO et de l'OUA, et nous l'avons fait avec des moyens d'ailleurs extrêmement limités. Comme ensuite le président Hollande a décidé d'intervenir au Mali, à la demande du gouvernement malien, parce que s'il n'était pas intervenu, il est assez vraisemblable que des raids
comment les qualifier, islamiques peut-être, sahéliens, touaregs, ce que l'on veut, en tous les cas, qui déstabilisaient l'État et qui utilisaient la force, comme on l'a vu dans le nord du Mali, la force et la pression sur les populations civiles avec un islamisme militant qui était insupportable aux populations, bien, c'est à leur demande. Bon, il se trouve que nous ne pouvons pas réussir un projet politique avec des moyens strictement militaires. Ça, j'en suis absolument convaincu. Je connais trop l'histoire de mon pays pour savoir que l'usage de la force militaire n'a de sens que s'il est au service d'un projet politique. Or, il n'y avait pas de projet politique au Mali et en tous les cas, il n'y a pas eu de volonté de trouver un accord entre les populations je dirais du bassin du fleuve et puis les populations mobiles et nomades du désert. Alors s'ajoute à cela évidemment la crainte de l'islamisme et les États-Unis par exemple, vous avez raison de le dire, les États-Unis sont réalpolitique dans cette affaire africaine. Ils se fichent pas mal et ils l'ont montré. Ce qu'ils veulent simplement, c'est que l'État islamique ou ses filiales ou ses associés prennent le pouvoir. Alors, de ce côté-là, ils ont pour l'instant réussi. Référence au Mali, l'opération Barkhane qui prenait la suite de l'opération Serval. Donc les soldats français sont partis du Mali il y a un an. Qu'est-ce qui se passe depuis ? Est-ce que ceux qui le combattaient, c'est-à-dire, alors je emploie les termes de djihadistes, ont repris du terrain? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Non, il faut être très exact. Lorsque les soldats français se sont retirés du Mali, le dernier soldat, le 15 août 2022, qui a traversé pour aller au Niger, le Niger étant devenu aujourd'hui l'épicentre de la présence française au Sahel, les emprises qu'ils ont rétrocédées devaient normalement, les emprises militaires françaises devaient normalement être réoccupées par les forces armées maliennes et leurs nouveaux partenaires, les Russes et Wagner. En termes sur le terrain, cette place n'a pas été effectivement occupée. Il y a eu un regain de l'activité djihadiste, particulièrement dans la zone des 3 frontières, au niveau qui est commune au Niger, au Burkina et au Mali. Il n'y a pas eu de valeur ajoutée. Et je pense qu'il ne pouvait pas avoir de la valeur ajoutée parce que une des erreurs qui a été commise dans la réponse aux défis sécuritaires au Sahel, c'est de penser que c'est une question purement militaire et sécuritaire. On a connu... C'est pour ça que vous titrez notre Afghanistan à nous dans votre livre. Parce que les résultats n'ont pas été à la hauteur. Et ça a pu alimenter le rejet de la France. On a pensé, y compris en France et dans les pays de la région, qu'il suffisait d'augmenter le nombre de soldats. En janvier 2020, lorsque le président Macron se réunit à Pau avec ses homologues du Sahel et qu'ils ont constaté que sur le terrain, les rapports de force n'étaient pas favorables aux armées africaines, la France a décidé d'envoyer 600 soldats supplémentaires, les autres parce que on est dans la posture de penser que la solution est purement militaire et sécuritaire, alors que le défi sécuritaire au Sahel a une dimension économique. Les jeunes qu'on peut recruter pour 115 €, pour 110 € dans les groupes djihadistes, la question de la gouvernance, la question de la cohésion sociale, tout cela, si on ne l'intègre pas pour construire un paradigme qui amène une réponse holistique, on passe à côté de la solution. Mais donc ça veut dire, Gérard Longuet, qu'il y a un constat d'échec de ces deux opérations? Fondamentalement, l'échec est politique. Il n'y a pas de projet politique malien. Et jusqu'à présent, je ne le vois pas. Et il y a un repli du gouvernement actuel sur des positions qui sont régionales et, comme on pourrait dire, ethniques. Je ne suis pas suffisamment compétente pour trouver l'adjectif le plus vrai, mais en tout cas, un repli et une concession, une sorte d'abandon. Les positions qui étaient occupées au nord ou dans la partie vraiment aux limites du Sahara ne sont pas détenues par le gouvernement, qui se replie et qui se sert de Wagner non pas pour la paix au Mali, mais pour sa protection et sa sécurité spécifique. Donc c'est un échec, mais c'est aussi l'échec des populations locales. Nous ne pouvons pas faire le bonheur des gens sans eux. Niagali Bagayoko, il faut aussi rappeler que Wagner se paye sur les matières premières de Alors le cas du Mali est très particulier de ce point de vue-là. Autant en Centrafrique, il est évident qu'il y a une exploitation éhontée des ressources. Au Mali, ça a été beaucoup plus compliqué de passer un accord, notamment sur l'exploitation aurifère. Manifestement, les partenaires russes n'ont pas obtenu gain de cause
cause. Moi, je pense qu'il est très important de dire, puisqu'en effet, cet élément sécuritaire, militaire, est absolument central dans les dynamiques que l'on voit aujourd'hui de rejet des gouvernements africains et de leurs partenaires internationaux, c'est qu'il y a un échec collectif. Qui a vraiment réussi à contrer la menace djihadiste, son enracinement, son expansion, y compris vers les pays du Golfe de Guinée. Alors bien sûr, il y a eu des succès tactiques obtenus par l'armée française, mais globalement, on ne peut pas considérer que la France, ou le G5 Sahel, les États sahéliens avant tout, bien entendu, la Russie, parce qu'on ne peut pas dire non plus que Wagner ait obtenu les moindres résultats en termes de capacité à contenir la progression de cette menace. Ce qui se passe au Mali aujourd'hui, au-delà de la volonté de préserver le régime, c'est qu'on voit au contraire reprendre la guerre contre les Touaregs au nord. C'est ça la préoccupation aujourd'hui majeure à Bamako. On le voit, si on suit, alors ce n'est pas sur le devant de l'actualité, d'ailleurs je pense que tout ce qui se passe notamment au Niger permet de faire diversion, mais c'est ça qui se produit aujourd'hui. Mais ça veut dire... Je voudrais simplement... Oui, c'est le problème malien. Et c'est le problème des Maliens. J'ai un immense respect pour notre armée, mais elle n'est pas capable de faire la politique des Maliens. Oui, mais on l'a envoyée dans ce pays, elle n'y est plus. Non, mais attendez, on l'a envoyée pour une raison très simple, c'est parce que des raids islamiques pouvaient saisir de Bamako. Ouais. Nous avons reçu la mission de desserrer cette étreinte et d'en limiter le risque de renouveau. Au-delà, ce n'est plus notre mission. La mission des Maliens, c'est de s'occuper de leurs affaires eux-mêmes. C'est Idi Kaba. À l'époque, effectivement, on parlait du risque d'un autre État islamique au Sahel. Est-ce que ce risque existe encore aujourd'hui ? Non, à proprement parler, la menace djihadiste, elle existe. Mais les risques de voir s'installer un califat islamique avec des entités entières qui sont contrôlées par l'État islamique ne me paraît pas réel. Mais la menace elle-même, elle existe et elle continue de se diffuser. C'est là où c'est le plus préoccupant. Les djihadistes ont un agenda, celui de porter la menace du Sahel vers les pays du Golfe de Guinée. Et de ce point de vue, il y a aujourd'hui une progression, justement. On n'a pas réussi à contenir l'extension de la menace territoriale, l'extension territoriale, je veux bien dire, puisque elle est descendue maintenant du Sahel vers des pays comme le Bénin, qui a été régulièrement attaqué, le Togo, qui est régulièrement attaqué, et il y a cette menace de transposer la menace djihadiste du Sahel vers le Golfe de Guinée. Et ça c'est un élément important. Mais comme il a été dit, un des facteurs qui a pu accélérer, c'est aussi l'échec de la mise en œuvre de l'accord d'Alger en ce qui concerne en ce qui concerne le Mali particulièrement. Qu'est-ce qui avait été décidé? Oui, dans l'accord d'Alger prévoyait un certain nombre de choses, notamment la réintégration de tous les ex-rebelles Touaregs dans l'armée malienne nouvellement composée, la possibilité qu'il y ait des exécutifs régionaux avec beaucoup de pouvoir. Tout ça a été remis en cause. Et aujourd'hui, comme a dit Niagalé, ce qui est le plus préoccupant, c'est qu'il y a une tendance à la reprise de la confrontation entre les accords, les rebelles signataires et les forces armées maliennes, puisque l'armée malienne a réussi à avoir du matériel et il y a un sentiment de montée en puissance qui amène à cette tentation de reprendre la rivalité avec les Touaregs qui viendrait s'ajouter déjà à la rivalité avec les groupes terroristes et qui pourrait avoir des conséquences au-delà du Mali sur la stabilité et la sécurité de l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Alors là, on parlait de présence militaire, évidemment, c'est lié. On va se concentrer maintenant un peu plus sur les questions diplomatiques. Mathieu, je me tourne vers vous parce que on va parler de la ministre des Affaires étrangères qui est sortie, on vient de le voir rapidement tout à l'heure grâce à Steve, cette interview dans Le Monde, sortie de son silence pour rappeler la position de la France dans sa politique africaine. Ça vous étonne? Oui, ça m'étonne un peu parce que jusqu'à présent, elle occupait un portefeuille clé du gouvernement, Catherine Colonna, mais elle brillait surtout par sa discrétion. Alors discrétion, ça peut être une qualité diplomatique, mais on ne peut pas être juste discret. Il faut aussi savoir parfois dire les choses clairement et porter la voix de la France.
C'est assez drôle parce que quand elle a été nommée, tous les portraits qui sont parus au moment de sa nomination ne manquaient pas de rappeler son CV parfait. C'est une diplomate chevronnée qui avait choisi le Quai d'Orsay à la sortie de l'ENA, qui a dédié l'essentiel de sa carrière. On rappelle qu'elle a été porte-parole de la présidence sous Jacques Chirac, qu'elle a été ambassadrice à Rome, à Londres au moment du Brexit. Bref, tout le monde disait voilà une parfaite ministre des Affaires étrangères. Et en fait, elle s'est révélée depuis un an, parce qu'enfin un peu plus d'un an maintenant, elle est là depuis juin 2022, assez transparente, assez peu connue des Français, au point que beaucoup de ses collègues au gouvernement la donnaient même partante au moment du remaniement qui a eu lieu en juillet dernier, arguant que la voix de la France manquait de coffre et qu'elle avait même déçu en haut lieu à l'Élysée. Et pourtant, elle est restée. Eh bien oui, à la faveur d'un remaniement qui s'est avéré plus limité que prévu, et parce que au-delà de son style, il est quand même difficile de lui faire le reproche de ne pas exister dans un domaine qui est déjà traditionnellement réservé au président de la République, et qui là en plus est considéré vraiment comme une chasse gardée. Supprime le corps diplomatique. Voilà, par Emmanuel Macron. Alors, le tropisme international d'Emmanuel Macron n'est en effet plus à démontrer. On sait que le président de la République aime traiter en direct, de dirigeant à dirigeant, face à face, au téléphone, avec ses homologues étrangers. C'est encore plus vrai depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. C'est aussi vrai avec l'Afrique, on l'a vu, recevoir ou y aller. Et puis, sa ministre des Affaires étrangères est souvent réduite à un rôle de... j'allais dire télégraphiste si j'étais méchant, mais en tout cas, on la voit pas à la manœuvre, comme on peut voir un Blinken, par exemple, dans l'administration Biden aux États-Unis. Et pourtant, les chantiers de la diplomatie française sont énormes. Eh bien oui, ils sont énormes. Alors, on les connaît tous rapidement. Il y a le dossier ukrainien, bien sûr, qui finira bien par retrouver une dimension diplomatique, malgré les essais jusqu'ici infructueux auxquels s'est heurté le président de la République. Il y a l'Afrique, bien sûr, dont on vient de parler, mais il y a aussi les relations avec les pays du Maghreb. On sait que le Maroc, l'Algérie, c'est quand même particulièrement empoisonné en ce moment, les relations avec la France. Il y a le Proche et le Moyen-Orient, où Paris espère reprendre la main. On le voit faire des courbettes à certains pays du Golfe, et puis évidemment avec l'Arabie Saoudite, puis aussi la Chine et l'Inde, tiens, où le président de la République va aller très prochainement. Ouais. Pendant l'été, je crois que c'était le 7 août de mémoire, il y a 3 sénateurs LR, Roger Carucci, Bruno Retailleau et Christian Cambon, qui ont adressé une lettre ouverte au président de la République, qui a été signée par 94 parlementaires issus de plusieurs bords politiques. La question qui se posait, c'est: sommes-nous condamnés à l'effacement de la France en Afrique? Gérard Longuet, qu'est-ce que vous répondez à ça? On n'est pas condamné à être effacé, bien au contraire, mais on est en compétition avec le monde entier. Et c'est nouveau, dire par là que vous parlez de la Russie, c'est pas la préoccupation principale, car la Russie reste un pays sous-équipé en finances, en technologie et en hommes. La Chine, en revanche, elle a de l'argent, de la technique et des hommes. Les États-Unis, pour autant qu'ils s'intéressent à l'Afrique, ce qui reste à prouver, sont également des compétiteurs, et nous avons en Europe des pays moins connus, mais qui sont extrêmement présents et utiles d'ailleurs aux Africains. Je pense à l'Italie, je pense à l'Espagne, par exemple. Le Maroc est très présent en Afrique, c'est un pays extrêmement intéressant. Donc la France n'a aucun monopole en Afrique, et ce depuis 40 ans. Il faudrait que les Français s'en rendent compte un jour, et il faudrait qu'ils acceptent l'idée que la tâche rose s'est terminée depuis 70 ans. Or, souvent, quand les journalistes nous parlent des relations entre la France et l'Afrique, ils ont l'impression que nous sommes toujours présents. C'est faux. Les Libanais sont beaucoup plus présents en Afrique noire que ne le sont les Français. Il y a à Dakar une école catholique privée. Elle est portée à bout de bras par les Libanais, pas par les Français. Donc, il faut bien accepter l'idée que nos 65 millions d'habitants qui ont à développer un pays qui a bien des difficultés n'ont pas les moyens humains d'être présents en Afrique comme ils l'ont été. Merci. Nous sommes dans une concurrence, il faut accepter cette concurrence. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Seydi Kaba, je rappelle le titre de votre livre, Mali, Sahel, notre Afghanistan à nous, livre publié aux éditions Impact. Voilà, c'est la fin de ce premier numéro de la 3e saison de Sens Public. Je voudrais remercier encore une fois toutes les équipes de Public Sénat qui ont travaillé d'arrache-pied pendant cet été pour nous offrir ce tout nouveau décor. J'espère qu'il vous plaît. On va continuer de le faire vivre ici à Sens Public et dans toutes les autres émissions de la chaîne. Il est modulable, vous verrez, vous allez sentir la différence. Voilà, merci beaucoup. À demain, belle soirée.